Sibeth Ndiaye, bonjour. Bonjour. Porte-parole du gouvernement. Avant de parler de Rouen, avant de parler des retraites, des grands sujets d'actualité, il y en a deux sujets qui m'importent et les informations sont tombées depuis hier soir. La première, c'est la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Washington l'a confirmé, il va y avoir des surtaxes, des avions de l'Union européenne, donc des Airbus, 10%, et puis des autres produits européens à 25%. Alors, beaucoup de pays européens seront touchés, les vins français, les fromages français seront touchés, mais aussi les fromages italiens, je ne sais pas moi, les cachemires venus de Grande-Bretagne ou des outils venus d'Allemagne. Est-ce que l'Europe, est-ce que la France prévoit des mesures de rétorsion? Évidemment que nous prévoirons des mesures de rétorsion. C'est au niveau de l'Union européenne que nous devons regarder cela. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je regrette que nous soyons engagés dans cette guerre commerciale avec les États-Unis. Parce que quand on se fait la guerre, en fait, on a assez peu de chances de voir notre croissance collective augmenter. Et ce que je constate, c'est que les États-Unis font la guerre à la Chine fait la guerre aux États-Unis, qu'on a un certain nombre de tensions commerciales à travers le monde qui sont responsables en partie du ralentissement de la croissance mondiale et de la production mondiale. Et donc on est dans une situation au final où ça n'apporte rien à personne. Oui, rien à personne. Les vins français par exemple à 25%, les fromages français à 25%. Est-ce que nous allons taxer des produits américains? Par exemple, à ce stade, on est dans une menace des Américains qui nous disent à compter du 18 octobre, nous allons taxer tel et tel produit. Donc moi, Washington nous dit les avions de l'Union européenne seront taxés à 10% et les autres produits à 25%. Bien sûr. Donc pour l'instant, on est dans du futur. On n'est pas dans la réalisation. Oui, non, mais d'accord. Donc on va essayer de faire en sorte. Et on a un ministre de l'économie pour ça, Bruno Le Maire, qui est très engagé de très longue date sur ces sujets-là. Nous avons, nous aussi, il faut pas l'oublier, que nous avons, nous aussi, vis-à-vis des États-Unis, des conflits commerciaux devant l'OMC. On a toujours dit aux États-Unis depuis plusieurs mois que nous considérions qu'il valait mieux trouver des solutions amiable plutôt que de s'engager dans des conflits commerciaux. Alors quelle réponse si la solution amiable n'est pas trouvée? La réponse que nous devons avoir, c'est une réponse qui est concertée au niveau européen pour mesurer les mesures, pour regarder les mesures entre guillemets de rétorsion que nous pourrions avoir vis-à-vis. Ces mesures? Moi aujourd'hui, je vais pas m'avancer sur le fait qu'on va aller taxer tel ou tel produit, tel produit américain. Il faut pas confondre tous les débats. Il y a un débat qui est celui de la manière dont on contrôle des organisations qui sont aujourd'hui devenues tellement importantes qu'elles se comportent quasiment comme des voyous vis-à-vis des États dans un certain nombre de circonstances. Moi, ça c'est une chose, et une autre, et ça n'a rien à voir avec la nationalité de ces entreprises-là. Il y a une autre chose qui est la tension commerciale que nous avons avec les États-Unis. Cette tension commerciale-là, nous on a cherché à l'apaiser. Après, s'ils sont pas dans une attitude d'apaisement, évidemment, l'Europe ne se laissera pas faire. Et donc, il y aura des mesures de rétorsion. On peut d'abord espérer discuter avec les gens avant d'en arriver là. Il faut aller vite là, maintenant. Il y a 10 jours. Mais en 10 jours, on peut faire beaucoup de choses. Sibeth Ndiaye, autre sujet. Hier soir, les députés ont donné en commission leur feu vert à la mise en place d'un bracelet anti-rapprochement pour les conjoints violents. Est-ce que le gouvernement, des amendements vont être déposés dans ce sens, est-ce que le gouvernement va soutenir ces amendements? De toute évidence, c'est une des mesures que nous avons voulu faire émerger du Grenelle des violences conjugales qui a eu lieu au début du mois de septembre. On pense que c'est un moyen qui est important pour permettre aux femmes d'être libérées de l'emprise de leur compagnon ou de leur ex-compagnon. Donc nous allons développer, vous allez soutenir ces amendements. Bien sûr. Donc nous mettrons en place, vous mettrez en place des bracelets anti-rapprochement pour les conjoints violents. Exactement. Et nous souhaitons que ce soit fait rapidement pour que dès le début de l'année prochaine, ces bracelets anti-rapprochement puissent être utilisés par la justice, y compris avant même que le compagnon violent ne soit condamné. Ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle le présententiel. Le fait que, avant qu'un jugement de culpabilité ne soit rendu, on puisse d'ores et déjà garantir à la femme l'éloignement de son conjoint qui a été violent ou de son compagnon. Rouen-Lubrizol, une semaine. C'était il y a une semaine. Est-ce que vous seriez resté à Rouen si, imaginons, vous habitez près de l'usine Lubrizol, vous seriez resté chez vous? J'aurais eu des inquiétudes terribles. Vous savez, j'ai 3 enfants. Justement, si on voit ces enfants, quand on voit ces enfants tousser, quand on sent ces odeurs très nauséabondes, qu'auriez-vous fait? Moi, je serais restée parce que je suis quelqu'un d'un peu rationnel et j'essaie de faire confiance dans les gens qui savent. Les gens qui savent, ce sont des experts. Vous voyez votre fils ou votre fille en train de vomir, en train d'avoir des difficultés pour respirer, avoir des maux de tête, vous restez. Je vais éventuellement, s'il y a des troubles qui sont graves,
drame, je vais à l'hôpital. On a regardé d'ailleurs, c'est important à savoir, le nombre de passages aux urgences qu'il y avait eu du fait de gens qui se plaignaient de conséquences du panache de fumée ou de conséquences de l'incendie. On a un peu plus d'une centaine de personnes. Donc on n'est pas dans des proportions aussi importantes que ce qu'on a pu connaître. À peu près une centaine de personnes en une semaine. Exactement. En plus. Et donc on n'est pas dans les proportions de ce qu'on a pu connaître pour d'autres catastrophes industrielles, parce qu'au fond, on parle bien à Rouen d'une terrible catastrophe industrielle. Mais je pense que dans ces circonstances-là, il faut un peu se raccrocher à de la rationalité. Oui. Moi, je comprends ce que c'est quand on est un parent, la peur qu'on a au ventre quand le môme va pas bien. Je le comprends complètement. Après, quand on est aux manettes, quand on est dans le gouvernement, on a une obligation de transparence et d'information. Parce que la transparence uniquement, sans explication de ce qui est en train de se passer, sans explication de ce que sont les produits, de comment ils agissent, sans explication au sujet de leur degré de toxicité et des circonstances dans lesquelles ils peuvent être toxiques pour l'homme, en fait, c'est une transparence qui n'a pas d'intérêt. Notre obligation depuis le début, c'est quand on a une information, on la donne, on l'explique et on n'extrapole pas et on essaie de ne pas affoler les gens. Alors pourquoi ? J'ai des questions très précises, évidemment. Et j'y répondrai de manière très précise, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi est-ce que les populations n'ont pas eu connaissance dans les 24 heures des produits stockés chez Lubrizol et des produits qui ont brûlé chez Lubrizol? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre près d'une semaine, 5 jours? Alors, la réponse, je vous la donne de manière extrêmement précise. Depuis 2017, il existe un décret qui fait qu'on ne rend pas public les produits chimiques qui sont sur des sites Seveso pour des questions de sécurité nationale. Parce qu'on a eu une vague d'attentats et qu'on a considéré à un moment donné qu'il valait mieux que ces listes-là ne se baladent pas partout pour que n'importe quel dingue ne vienne n'aille dans ces sites-là pour voler. Bon, ces produits dangereux. Ça, c'est la première chose. Donc, ce dont nous disposions au moment où l'incendie a éclaté, c'est de la liste de tous les produits potentiellement existants sur le site. Parce qu'on donne une autorisation à Lubrizol en lui disant « Voilà la liste des produits dont vous pouvez disposer sur votre site et voilà les quantités maximales que vous pouvez avoir pour ces produits-là. » Donc ça, on le savait depuis le début. Ce que nous ne savions pas, c'est précisément à l'endroit qui a brûlé. Donc dans l'entrepôt qui a brûlé, qui représente uniquement 15% du site, de la superficie totale du site. Nous ne savions pas exactement ce qu'il y avait. Et Lubrizol eux-mêmes ont mis du temps pour pouvoir déterminer dans quelle quantité chacun des produits était présent. Donc il faut vérifier. Il faut vérifier parce que quand on ne sait pas ce qui a brûlé précisément, en fait, on ne peut pas savoir quelles analyses il faut mener. Parce que c'est en fonction des produits qui sont présents qu'on peut déterminer les analyses qui sont nécessaires. Mais comme vous le dites, cette liste, on ne la rend pas publique avant la catastrophe. Mais une fois la catastrophe arrivée, on doit la rendre publique. Non, on ne doit pas la rendre publique. On ne doit pas. Et pourquoi ? On ne doit pas la rendre publique parce que ça ne sert à rien de parler de produits qui n'ont pas brûlé. Bon, d'accord. Ça ne sert à rien. On parle de ce qui a brûlé, effectivement. Des produits. Donc, Lubrizol a mis beaucoup de temps avant de dire aux autorités quels sont les produits qui ont brûlé. On est bien d'accord. Lubrizol, attention, moi j'exonère pas du tout la responsabilité de cette entreprise et elle aura sans doute à L'État va se retourner contre elle ? Mais c'est pas à l'État de se retourner contre elle. Il y a des enquêtes administratives, donc on va voir s'ils ont bien suivi toutes les procédures qu'ils auraient dû suivre. Ils ont été en amont contrôlés pour cela, donc on va vérifier que tout a été fait de la bonne manière. Il y a des enquêtes judiciaires. Ces enquêtes judiciaires, elles mettront peut-être en cause la responsabilité de l'entreprise. Moi, je crie pas avec les loups avant de savoir. Donc, cette entreprise, elle ne pourra pas s'exonérer de ses responsabilités, et je le dis de manière solennelle. Si elle a des responsabilités, elles seront mises en cause, et cette entreprise devra en répondre. Sera poursuivie. Exactement. Elle sera poursuivie devant la justice. Elle sera poursuivie devant la justice dès lors que l'enquête nous dira ce qui s'est passé. N'a-t-on pas eu très vite une carte de la contamination des sols autour de l'usine ? Mais tout simplement parce que pour pouvoir établir la carte de la contamination des sols, il faut que vous ayez des analyses qui se sont terminées dès le vendredi. Alors on en est où de ces analyses ? Je dis que dès le vendredi, nous avons commencé à réaliser des analyses. Et on l'a fait dans un ordre scientifique. Une semaine après, on en est où ? Aujourd'hui, on peut vous dire que la qualité de l'air est parfaitement respirable et je pèse mes mots, il n'y a pas de pollution différente de ce qui se passe habituellement à Rouen, qui comme toutes les agglomérations françaises. Très bien. Sur la qualité de l'eau, à Rouen et dans son agglomération, l'eau est potable. On peut ouvrir son robinet et on peut la boire sans aucun problème. Et les suies
qui sont tombés au sol. Sur les suies qui sont tombés au sol, on a d'abord commencé par chercher une première série de produits. En gros, ce sont les produits, je ne vais pas vous donner les noms scientifiques, c'est les produits qu'on trouve habituellement quand il y a des hydrocarbures qui brûlent. Oui. Ces produits-là, on a regardé ce qu'il en était et on a vu qu'il n'y avait pas de toxicité immédiate. Mais au nom du principe de précaution, parce que nous n'avions pas terminé les analyses sur d'autres types de produits qui sont plus longs à chercher, au nom du principe de précaution, nous avons dit aux gens de ne pas toucher les suies, de ne pas manipuler des galettes d'hydrocarbures, de le nettoyer à l'eau et au savon. Ça, c'est le principe de précaution, parce qu'en fait, pour répondre dans l'urgence aux inquiétudes des gens, il faut leur donner des informations qui sont claires, et en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait sur les suies. Les dioxines ? Les dioxines. Alors d'abord, il faut savoir, les dioxines, c'est un sujet de préoccupation, évidemment. Il faut savoir que quand il y a quelque chose qui brûle, vous avez un bâtiment qui brûle, vous avez toujours de la dioxine qui est dégagée. Exact. On a fait des prélèvements. On a fait 2 types de prélèvements. On a regardé là où il y avait eu le panache de fumée et là où il n'y avait pas eu le panache de fumée, et on a comparé les quantités de dioxine dans les 2 cas. Ce qu'on a vu, c'est que avec panache ou sans panache, les résultats étaient à peu près similaires. C'est ce qu'on appelle des résultats qui se rapprochent du bruit de fond. Ça ne veut pas dire pour autant que nous arrêtons les investigations sur la dioxine. Nous les poursuivons parce que nous pouvons imaginer qu'il y a eu des dépôts dans des produits alimentaires ou au niveau des élevages, chez les agriculteurs. Et donc ça, on cherche et on les aura, je crois, d'ici la fin de la semaine. Est-ce qu'un suivi médical sera mis en place ? Oui, bien sûr, c'est très important qu'on puisse suivre s'il y a des choses qui se déclarent, des maladies qui se déclarent avec le temps. Exactement. Et donc, on aura un suivi. Exactement. Alors, on aura... Il a fallu que le Premier ministre reprenne les choses en main, quand même, dans la communication. Vous savez, le job du Premier ministre, c'est d'organiser l'activité du gouvernement. Il l'a fait avec beaucoup de sérieux. Dès le début, c'est lui qui a demandé d'abord à Christophe Castaner, puis aux 3 autres ministres qui se sont rendus sur place. Il a donné de sa personne en y allant lui-même. Et je peux vous dire qu'il est assez ferme dans les réunions. J'ai assisté à Christophe Castaner jeudi matin. Il a bien les mains sur le volant. Oui, Christophe Castaner jeudi matin, il n'y a pas d'éléments qui permettent de penser qu'il y a un risque lié aux fumées. Agnès Buzyn l'après-midi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de danger. Évidemment, déjà, ça commence à différer. Le préfet, le lendemain, état habituel de la qualité de l'air. Didier Guillaume, les agriculteurs ont l'interdiction de commercialiser leurs produits. Édouard Philippe, les odeurs sont gênantes, mais pas nocives. Bon, non, mais là, il faut pas tout confondre. Moi, je suis d'accord avec chacune des phrases que vous avez rapportées. Évidemment, vous n'allez pas me dire le contraire. Mais examinons les choses. Reprenons vos phrases. Quand Castaner dit, les premières analyses disent qu'il n'y a pas de danger. S'il y avait un danger, il l'aurait dit. S'il n'y a pas de danger, vous voulez quoi qu'ils ne le disent pas? Donc il dit la vérité. Quand Buzyn elle dit, je ne peux pas vous garantir que pour des siècles et dans tous les jours à venir, il n'y aura pas de danger. Alors, on dit la vérité, Jean-Jacques Bourdin, à chaque instant. Vous dites la vérité à chaque instant. On dit la vérité. Bon, il est dommage que tous les riverains de Lubrizol ne connaissent pas et ne sachent pas ce que fait cette usine. C'est regrettable. C'est regrettable. Alors là, je suis d'accord avec vous. C'est un vaste débat. Je suis d'accord avec vous parce que au fond... Mais évidemment... Au fond, ça entretient la suspicion et la crainte. Ça, c'est complètement normal. Il faut aussi voir qu'à Rouen, on est dans un bassin qui est historiquement industriel, où donc il y a un contact entre les sites industriels et les habitations et les endroits où les gens vivent. Il y a aussi un développement des villes. Au départ, Lubrizol n'était pas collé à Rouen, ce site industriel-là. Et puis la ville s'est étendue. Ça nous pose des questions sur la manière dont les sites industriels, et en particulier les sites chimiques, sont intégrés à la vie de nos territoires. Faut pas oublier que c'est aussi beaucoup d'emplois et qu'il y a des territoires entiers qui vivent parce qu'il y a une usine qui est implantée sur ce territoire. Sibeth Ndiaye, 150 000 policiers en France, 27 000 dans la rue hier. C'est considérable. Alors j'ai une question simple. Est-ce que l'État paiera avant la fin de l'année aux policiers les heures supplémentaires dues? Oui ou non? Alors, nous avons déjà engagé une revalorisation de la rémunération des policiers. Oui, non, mais je ne vous parle pas de cette rémunération. Je vous parle des heures supplémentaires. Moi, je vous dis que les heures supplémentaires qui sont accumulées depuis des années, je ne vais pas d'un coup de baguette magique pouvoir les payer toutes d'un coup. Parce que ça n'est pas non plus de la responsabilité de ce gouvernement exclusivement. Bon, la deuxième chose... Vous êtes comptable mais bien sûr que nous sommes... de ce que l'État a fait avant vous. Évidemment, pardon, mais évidemment qu'on en est comptable aussi. Oui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'il y ait des négociations avec les partenaires sociaux
chez les organisations syndicales des policiers. Ces négociations, elles ont mené à quoi? Elles ont mené à une revalorisation salariale mensuelle de quasiment 100 euros. 100 euros. C'est pas rien, 100 euros par mois. On a signé aussi un protocole qui vise à faire en sorte que on ait une organisation du travail qui génère moins d'heures supplémentaires et qui soit meilleure. Mais je vous le dis parce que c'est important. Ce que les policiers ont exprimé. Des heures supplémentaires dues, Sibeth Ndiaye. Les heures supplémentaires dues, on ne peut pas les payer d'un coup et on commence à les payer progressivement. Quand commencerez-vous à les payer? On commence à les payer progressivement, ces heures supplémentaires. J'ai pas le détail, donc je vais pas vous dire des bêtises. Moi, ce que je peux vous dire, Laurent Nunez était à votre place en décembre dernier ou en janvier dernier, me disait exactement la même chose. Exactement. Alors, là, en l'occurrence, ne ressortez pas l'interview de Laurent Nunez il y a 3 mois. Moi, ce que je peux vous commencer à les payer? Ce que je peux vous dire, c'est que, parce qu'il faut un peu poser le ballon, Jean-Jacques Bourdin. La première chose à dire, la première chose à dire, parce que ici à votre antenne, on a aussi entendu des choses. Jouer défensif. Non, mais je joue pas que défensif, je joue aussi offensif, je vous le prouve. Bon, alors, prouvez-le-moi en me donnant les dates. En l'occurrence, moi, ce qui est, quand je dis je joue offensif, c'est que je veux aussi vous décrire la réalité de l'action politique du gouvernement. Mais c'est important. Quand on augmente le budget de la police le budget du ministère de l'Intérieur de 1 milliard d'euros, quand on fait en sorte qu'il y ait des voitures qui roulent, quand on fait en sorte qu'il y ait du matériel de qualité, quand on rénove les commissariats. Les policiers, bien sûr que si, monsieur Bourdin. Vous n'avez pas écouté ce qu'ils vous ont dit? Amélioration de la qualité de vie au travail. Mais c'est pour ça que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure qu'on a signé avec eux une expérimentation pour que les policiers puissent se retrouver chez eux en famille un week-end sur 2 au lieu d'un week-end sur 6. Très bien. Sibeth Ndiaye, c'est ce que m'avait annoncé le ministre de l'Intérieur. Ici même. Mais je vous repose la question, quand commencera le paiement de ces heures supplémentaires? Je ne peux pas vous le dire en détail. Moi, je peux vous dire ce que je sais. Donc, ce que je sais, c'est qu'on a augmenté, mais on a augmenté le salaire des policiers. On l'a augmenté tous les mois. Il y a du salaire en plus pour les policiers. C'est une manière de reconnaître la difficulté de leur travail. La loi dépendance, quand? La loi dépendance, grand âge et autonomie, notre objectif, qui est essentiel. Bien sûr, je suis bien d'accord avec vous parce que notre population va vieillissant, on fait reposer aujourd'hui beaucoup sur les épaules de la famille, des aidants, de l'entourage, la gestion des personnes qui rentrent dans la dépendance. Nous souhaitons que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir un projet de loi qui soit présenté. D'ici la fin de l'année, avec du financement. Évidemment. Entre 6 et 8 milliards d'euros. Alors ça appartient à Madame Buzyn de voir en fonction de ce que nous voudrons faire. Entre 6 et 8 milliards d'euros, vous les avez? C'est évidemment considérable, mais notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure prise en charge de la dépendance. Je ne vais pas vous dire, alors qu'on n'a pas rédigé ce projet de loi, avant la fin de l'année, quel est l'argent qu'on met en face, mais effectivement, l'objectif d'Agnès Buzyn, c'est que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir une présentation d'un projet de loi sur la dépendance. Sur la dépendance. Et déjà, au budget cette année, on a commencé à faire des choses et on a pour 500 millions d'euros de mesures dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2020. L'AME sera réformée? Écoutez, on a un débat qui va avoir lieu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale sur les questions d'immigration et d'intégration. On verra ce que nous diront les parlementaires au cours de ce débat-là. Moi, je crois que là aussi, contre une réforme. Là, je crois aussi qu'il faut redescendre un peu sur terre. L'AME, elle est l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, elle est indispensable parce qu'il vaut mieux soigner des gens qui sont porteurs de maladies qui peuvent se diffuser dans la population française que de ne pas le faire. Moi, j'ai travaillé très longtemps en Seine-Saint-Denis. Je préfère qu'on soigne la tuberculose des étrangers en situation irrégulière plutôt qu'elle contamine tous nos concitoyens. Donc, c'est important de le faire. Après, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'il y a des abus ou pas? Donc on va le regarder précisément. S'il y en a, on fera en sorte qu'il n'y en ait plus. Bien-être animal. Oui. Interdiction de vendre des animaux sur Internet, sauf pour les professionnels. C'est la décision que vous allez prendre? Eh bien écoutez, pour le coup, je ne sais pas de quoi vous me parlez, donc je ne vais pas vous apporter de réponse. D'accord. Vous ne savez pas. Je peux pas. Je ne savais pas. J'en ai jamais entendu parler. Et l'interdiction de la corrida aux mineurs? C'est ce que demande Aurore Bergé avec insistance. Eh bien, ça n'est pas aujourd'hui envisagé par le gouvernement, l'interdiction de la corrida. Il faut bien peser. C'est pas vrai. Ah bon? Bah oui. Ah bah vous savez des choses que je sais pas alors. Bah oui. Écoutez, apprenez-moi. Alors nous verrons. nous verrons. En l'occurrence, nous verrons, mais je ne crois pas. Ou pas, vous? Moi, la corrida, personnellement, c'est pas si on peut appeler ça un sport ou un spectacle que j'apprécie. Oui, mais interdire aux mineurs? Interdire aux mineurs. Mouillez-vous, allez. Interdire aux mineurs. Mouillez-vous. Ouais, pourquoi pas, oui. Oui. Mais c'est une opinion personnelle. Oui, mais autant la donner. Mais autant Et la Coupe donner. du Monde au Qatar?
Est-ce qu'il faut boycotter cette Coupe du Monde ? Il ne faut pas la boycotter parce qu'aujourd'hui, il y a des sportifs qui sont engagés dans cette Coupe du Monde, qui croient dans ce qu'ils sont en train de faire et évidemment, il faut pouvoir les encourager. Mais de toute évidence, quand on voit les circonstances, quand on voit l'impact écologique, manifestement, ce n'était pas la meilleure idée que les fédérations internationales aient pu avoir. Merci Sibeth Ndiaye. Merci il est 8h53.